bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, aujourd'hui, je propose de s'attaquer à la machine La Casa de Papel, puisque c'était une super série que je recommande au passage si vous ne l'avez pas vue. Et puis ça nous permettra de parler de certificats et de PKI, sujet sur lesquels on n'a pas encore parlé sur cette chaîne Hack-Size. Alors, du coup, comme à chaque fois, pour gagner du temps sur cette machine Hack the Box, j'ai fait le scan Nmap en amont. Et donc, si j'affiche le résultat, dans un premier temps, j'ai fait juste le scan des ports. On voit qu'il y a 4 ports ouverts, FTP, SSH, HTTP, HTTPS. Et ensuite, j'ai fait un scan pour identifier les services, ce qui nous apporte plusieurs informations intéressantes. La première, c'est que sur le FTP, c'est du VSFTP 234. Ensuite, dans la version de SSH, on voit que c'est du Node.js en tant que serveur. Et on a aussi le nom dans le certificat de la machine cible qui, pour le coup, je crois, ne nous sert pas sur cette machine. Donc, comme à chaque fois, le plus intéressant, c'est de regarder les services web. Donc, je vais de ce pas les regarder. Mozilla, la machine étant .131. Le VPN est bien up. Et on tombe sur cette page avec un QR code. Je suis pas sûr que ça sert à grand chose. Je sais pas si c'est un red herring, une fausse piste ou s'il y a vraiment une utilité. Mais bon, si on va sur la version HTTPS, on voit que le certificat n'est pas connu puisque c'est pas un certificat signé sur une PKI publique. Mais si on accepte quand même l'accès, on voit que le site web nécessite un certificat client, comme l'indique le message d'erreur. Et du coup, ça c'est quelque chose qu'on peut rencontrer dans la vraie vie. J'ai même un client pour qui je fais des pentests qui a l'intégralité de ses services internet et de ses sites web qui nécessitent un certificat client. Donc c'est pas quelque chose de rare. Et pour info, il y a une option d'Ambert pour importer le certificat et faire tous les tests classiques, mais avec le certificat client, ce qui permet de pouvoir faire le pentest quand même, mais du coup on prend comme hypothèse que le certificat a été compromis, puisque évidemment si le client fournit le certificat, c'est que cette partie-là ne sera pas testée. Mais donc du coup ça fait déjà drastiquement baisser le risque. Et donc les certificats, c'est aussi beaucoup utilisé dans les PKI, Public Key Infrastructure. Et pour le coup, je vais pas en parler sur cette vidéo puisqu'il y a un article qui en parle mieux que moi. Un article dont je vais vous montrer le lien de ce pas et je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, sur le blog de Tara Wheeler. Je vous laisserai lire ça. Ça permet de mieux comprendre ce que c'est qu'une public key infrastructure. Mais pour le coup, sur cette machine, on n'a pas besoin tout de suite de certificat puisqu'il y a une étape en amont qui est ce serveur FTP, ici 234. Donc si on fait un searchploit sur cette version, SFTPD 2.3.4, on voit qu'il y a une backdoor qui a été incluse sur ce VSFTPD. En plus, VSFTPD, pour rappel, ça veut dire Very Secure FTP Daemon. Bon, c'est pas tout récent, ça a été créé en 2000. Et c'était novateur à l'époque parce que c'était un des premiers logiciels serveurs à mettre en œuvre la séparation des privilèges. Donc du coup, s'il se faisait pawn, on n'avait pas forcément un accès root. Et donc ça minimise les risques de piratage. Aujourd'hui, c'est très fréquent d'avoir cette séparation des privilèges. Et on voit qu'il y a un exploit Metasploit, donc on a envie d'utiliser celui-là d'entrée, mais en fait ça va pas marcher. Pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais pas faire le test, mais et vous pouvez tester, ça va pas marcher. Et en fait ça va pas marcher parce que c'est un petit shell en face. C'est pas le shell classique, et du coup Metasploit, en fait il va réussir à exploiter
la vulnérabilité, mais comme il s'attend pas à avoir un psy shell en face, ça, du coup le code va considérer que l'exploit marche pas. Et donc si on veut regarder vite fait à la main à quoi ça ressemble psy shell, et si on veut exploiter cette backdoor qui est assez simple, en fait du coup il va falloir se connecter en FTP, et à côté de ça on va mettre un port en écoute, enfin non pardon, on va se connecter sur la backdoor qui va être ouverte sur le port 6200 qu'on voit pas ouvert sur le scan, puisque la backdoor n'est pas encore ouverte quand on est sur le scan. Et en fait, qu'est-ce qui va déclencher la backdoor? Et ben, c'est simplement de mettre user, en fait n'importe quel user, on peut mettre backdoor, on peut mettre n'importe quoi, et c'est le smiley en fait qui active la backdoor. Ici on met Toto, on s'en fout du mot de passe. Et normalement, maintenant que j'ai fait ça, le port 6002 doit s'ouvrir. Ah mince, j'ai pas fait de passe. Non, comme j'ai pas utilisé un client FTP, c'est à moi de taper, je me suis juste connecté sur la socket. Donc c'est à moi de taper la bonne commande FTP, sinon le serveur en face ne sait pas ce que c'est. Et voilà, le fait d'avoir fait ça, ça a activé la backdoor, et on voit que la backdoor est effectivement un psy shell. Donc je pourrais jouer directement ici, sachant que le psy shell c'est du PHP, c'est un module PHP pour développeurs, mais on peut aussi faire ça proprement, faire un petit script pour pouvoir jouer de manière plus stable, parce que quand on joue comme ça avec juste un 4 dessus, c'est pas forcément super stable. Et du coup, comme sur le write-up de 0xdf, il y a un beau script, je me suis dit tiens, on va utiliser ce script là, on va l'appeler lisbeth.py. Et donc ça ressemble à ça. Donc Python 3, donc on va avoir besoin des sockets. Alors les sockets, pour celles et ceux qui n'ont jamais joué avec ça, c'est assez obscur mais à la fois simple. En gros, c'est dans le contexte logiciel, parce qu'on parle aussi de socket dans le contexte hardware, mais ici on va se limiter au contexte logiciel, ou software. On peut traduire ça par connecteur réseau ou interface de connexion. Donc en gros, c'est un peu comme un espèce de tuyau sur lequel on va envoyer les données, et ça sera reçu donc à travers le réseau. Ensuite subprocess, pour faire des subprocess, on va jouer avec le système, avec le time, avec le temps. Les arguments, on va donner l'IP en argument et le port, tac tac tac. Donc là l'affichage, donc on fait la fameuse socket avec les paramètres par défaut. On se connecte sur la target et le port qu'on a mis en paramètres du script. Donc ici il utilise 0xdf, on aurait pu mettre n'importe quoi, l'important c'est qu'il y ait un smiley. Si vous ne me croyez pas, on va le faire avec Lisbeth. Ça devrait passer aussi. On attend 2 secondes, on ferme la socket, on affiche que c'est bon, c'est trigué, et donc on ouvre un sous-process sur le port 6200, comme je l'ai fait à la main ici. Je vais d'ailleurs fermer ces deux connexions. Et après on pourra jouer avec le shell, de manière un peu plus propre que si on le faisait en direct. Donc voyons voir si ce script en Python 3 fonctionne du premier coup. Donc on a dit qu'il fallait mettre la destination et le port. Et je crois que si on mettait pas le port, par défaut il mettait le 21, donc on n'était pas obligé de le mettre. Et on tombe donc bien sur ce psy shell. Ce psy shell sur lequel on va donc faire des commandes PHP, puisque c'est du PHP. Donc sur PHP, on a par exemple la CWD pour afficher le répertoire courant, qui est slash. Le WAMI, l'équivalent, c'est getCurrentUser. On est root, a priori, donc c'est cool, on a déjà pawn la box. Donc il suffirait de faire des commandes système. Et si on fait juste n'importe quoi, donc ici echo test, on voit que non, c'est pas si simple. La fonction système a été désactivée de ce shell. On peut creuser en regardant dans le PHP info quelles sont les fonctions désactivées. Bon, on va le faire d'ailleurs, ça coûte pas grand chose.
donc PHP info, hein, pour afficher les infos concernant PHP. Et si on cherche dans toutes ces informations, on est censé tomber à un endroit sur ce qui est autorisé ou pas. Voilà, disable function. Ici on voit tout ce qui a été désactivé, on voit bien que le système est désactivé, shell exec pass-through, donc toutes les choses intéressantes d'un point de vue hacker. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire de beau? On va sortir les commandes PHP, puisqu'il n'y a que ça qui est autorisé. Donc avec PHP, pour faire un ls, c'est scandir. Donc là j'affiche ce qu'il y a dans /home, et on voit qu'on a 5 utilisateurs qui sont donc 5 personnages de la série La Casa de Papel. Berlin, Dali, Nairobi, Oslo et le professeur. Maintenant qu'on a vu ça, bon évidemment comme à chaque fois je prends le chemin qui est bon pour gagner du temps, hein, sinon on va suivre plein de fausses pistes. Et donc là, le chemin qui est intéressant, c'est le répertoire Nairobi, où à l'intérieur on voit qu'il y a un ca.key, CA pour Certificate Authority probablement, et donc c'est la clé de l'autorité de certification. Et donc probablement que, vu qu'on a la clé de l'autorité de certification, on va pouvoir se signer notre propre certificat client qui nous permettra d'accéder au fameux site qui nous envoie bouler vu qu'on n'a pas le certificat client. Donc faisons ça. Donc première étape, récupérer ce ca.key. Donc pour cela je fais un file get contents, le nom du fichier, et je vais faire un copier-coller de cette clé qu'on va, je vais pas faire dans l'original, je vais l'appeler ca.key aussi. Voilà. Maintenant qu'on a récupéré cette clé, eh bien on va générer le certificat. Alors, on pourrait aussi creuser en regardant dans le code pour vérifier si c'est bien le certificat qui sert à se connecter à ce site-là. Mais comme c'est un peu plus long et que finalement il y a juste à tester et voir si ça marche pas, autant tester directement. Si ça marche pas, on pourra creuser le code, voir si c'est pas la bonne clé d'autorité de certification. Alors pour créer notre notre certificat client, on va récupérer déjà les informations sur sur la configuration SSL utilisée par le serveur. Donc pour cela, je fais la commande que vous venez de voir, open SSL sclient-connect sur le serveur en question. Et là-dessus, il y a ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ça, c'est les informations concernant le certificat client acceptable, donc accepté par le serveur. Ça va nous permettre de générer proprement notre certificat client. Et donc on va le faire aussi avec OpenSSL, puisque c'est quand même la touche multifonction pour faire ce genre de choses. Donc on va faire un OpenSSL rec pour faire une request de certificat en format x509. C'est une nouvelle request. -nodes-key. Alors -nodes, je sais plus ce que ça fait, on va vérifier. OpenSSL aussi, c'est une usine à gaz, il y a 1000 arguments. SSL-h help pour la liste. Il nous fait une liste de quoi? Message digest, standard command. Donc si on fait un rec help, c'est vachement logique. On voit que -nodes c'est don't encrypt the output key. Donc effectivement on ne veut pas chiffrer la clé sortante, donc on met bien -nodes. -key, c'est la clé à utiliser, donc c'est le fameux ca.key. Je vais d'ailleurs, je suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais au cas où, je vais mettre des droits de 400 dessus, c'est-à-dire juste les droits de lecture, parce que parfois, comme vous avez l'habitude en SSH, le client va râler s'il y a trop de droits sur la clé utilisée, mais là je crois pas qu'il va le faire. Mais bon, dans le doute, on l'a configuré comme il faut. On va utiliser du SHA-256 comme condensat, format de condensat, H en anglais. On va faire un certificat pour les 1024 prochains jours et on va l'appeler lisbeth.certificate.
PEM, qui est donc une extension pour ce genre de choses. Donc 590 il connaît pas, normal, c'est un format qui n'existe pas, c'est 509. Et ici, il vous faudra faire attention à bien mettre les informations qu'on a récupérées, si vous vous souvenez, dans la commande ici. Donc en gros, casadelpapel.htp et le casadelpapel. Donc le country, on s'en carre, some state aussi, s'en fout. Organization name, c'est là qu'il faut bien mettre la Casa de Papel. Organization use name, on s'en fout. Et là, le FQDN, il faut mettre la Casa de Papel.htb. Adresse mail, on s'en fout. Et donc normalement, il nous a pondu un lisbeth.pem. Parfait. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir exporter un P12 qui nous permettra d'être inclus directement dans Firefox. Donc ça, si vous administrez l'APK en entreprise, vous jouez souvent avec ce genre de format. Donc export en entrée, on met la lisbeth.pem qu'on vient de générer. La clé en entrée, c'est toujours ca.key. Et on sort en sortie un fichier lisbeth.p12 qui sera compris par Firefox. On met pas de clé pour pas s'embêter sur ce fichier P12. Et donc, normalement, si je vais dans Firefox, dans les certificats ils sont là, je peux faire import lisbeth.p12 open. Il me demande un mot de passe, il n'a pas, donc je fais sign in. Et on voit que c'est bien apporté le certificat qu'on vient de créer grâce à la clé d'autorité de certification qu'on a volée, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets d'ailleurs, qu'on a hacké sur le serveur FTP qui n'était pas à jour. Et donc normalement, si je fais un F5 ici, il nous demande est-ce que vous voulez bien utiliser ce certificat client. Je dis oui. Et ça a l'air mieux. Et on a accès aux 2 saisons, puisque à l'époque de la machine, il y avait 2 saisons de la Casa de Papel. Alors, à partir de là, on peut par exemple cliquer sur saison 1. On voit qu'il y a un argument pass qui se place, et ça affiche tous les plein de fichiers avis. Si je clique sur un fichier avis, donc ça permet de le télécharger. Bon, a priori par contre il est vide. Mais ce qui est intéressant, c'est l'URL en bas à gauche. Donc on va faire copy link. Et je vais la mettre ici. Et on a l'impression quand même que c'est du base 64. On peut vérifier ça rapidement en faisant la 64-D. Et on voit qu'effectivement c'est du season 1.01.1v. Donc en gros c'est le nom du fichier qui est encodé en base 64. Donc ça c'est la première chose intéressante à noter. La deuxième chose intéressante, c'est que si je reviens ici, Season 1 c'est peut-être un répertoire. Donc si je remplace Season 1, enfin surtout que quand on voit le nom là, on a l'impression que c'est un répertoire. Donc si je le remplace par point qui est donc le répertoire par ici au-dessus quoi, est-ce que ça marcherait pas? Et ça marche. On voit que dans le répertoire au-dessus, on a notamment le flag et donc ces fichiers là. Et on peut même cliquer dessus, .ssh. Et on voit qu'il y a des clés SSH qui traînent, donc on a très envie de les récupérer pour récupérer une connexion SSH sur la cible, qui sera quand même beaucoup plus simple que avec notre shell SSH tout pourri si. Je rappelle que quand on a fait le scan and map, on avait bien le SSH ouvert. Super. Du coup, on pourrait récupérer le flag user maintenant, mais on va pas se faire chier, je le ferai à la fin avec le flag root. Quand on aura un vrai shell, ce sera plus simple qu'avec la LFI. Donc, maintenant qu'on a vu qu'il y avait ces clés, on peut pas les télécharger comme ça, hein. Il va falloir, tout comme le point avis tout à l'heure, qui est où? Ah ouais, il est en bleu, donc je le refais. Donc ce truc là, ça c'est le nom du fichier, donc il va falloir remplacer ça par IDRSA. Donc on va le faire avec un curl, hein. C'est
à peu près aussi simple. Donc flemmard que je suis, je fais un copier-coller, mais je vais quand même expliquer la commande. Je vais enlever tout le reste pour qu'on y voit un peu mieux. Donc je fais un curl-k pour ignorer le certificat qui est auto-signé là, enfin qui n'est pas connu par le navigateur. Je vais sur l'URL qu'on a ici. Et donc, quand on se souvient, c'est-à-dire si je reviens à la base, là le lien il est directement, c'est file slash le base64. Donc là on met slash file slash le base64, donc là c'est pas encore configuré, c'est-à-dire que il faut que je rajoute ça. Donc, donc je vais dans le répertoire .sh IDRSA, celui-là qui nous intéresse, je l'encode en base64. Tout ça, ça va être, vu qu'il y a un dollar, parenthèse, tout ça, ça va être remplacé par la sortie de cette commande echo pipée dans le base64. Donc en gros, ça, tout ce qu'il y a, tout le base64 comparé en bas à gauche, et ben ce sera le base64 qui correspond à cette commande. Je suis pas sûr d'être super clair. Mais bon, et on va donc directement, au lieu d'afficher la sortie, on peut essayer dans un premier temps, voir si ça passe, ça a l'air d'être bon, ça affiche bien la clé. Donc je l'écris directement dans un fichier qu'on va appeler IDRSA de manière assez logique. Donc comme tout à l'heure, je fais du chmod 400 dessus, sinon SSH risque de râler. Après par contre, on ne sait pas dans quel répertoire on se trouve, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans un répertoire .ssh, mais on ne sait pas dans quel /home. Donc à la limite, le plus simple, c'est de tester pour chacun des 4 utilisateurs qu'on avait vus ici. Voilà, donc il y a Berlin, Dali, Nairobi, Oslo, Professor. Du coup, pour tester ça de manière chaînée, je vais faire en une commande que on va faire ici. Donc for users in, donc je fais une boucle for en bash. Donc je mets les 5 utilisateurs qu'on avait vus, hein, Berlin, Dali, Nairobi, Oslo, Professor. Et donc pour chacun de ces utilisateurs, je vais faire un SSH avec le batch mode, avec la clé IDRSA qu'on vient de créer, qui est dans le répertoire courant. Et donc, je finis la commande de cette boucle for. Je vais mettre $user qui correspond à chaque utilisateur qu'on a mis dans la variable user, at la machine, done. Et là, on voit de manière assez rapide que l'utilisateur qui utilise cette clé SSH est Professor, donc le dernier de la liste. Parfait, donc maintenant qu'on est connecté en SSH en tant que Professor, eh ben on va essayer d'élever ses droits, hein, puisque je rappelle que le but du jeu c'est de compromettre la machine cible en ayant les droits root dessus, ou administrateur si c'est de Windows. Alors, donc sur cette machine, l'élévation de privilèges, donc en fait quand on est ici, on est bien dans le home de Professor, on a déjà un indice, comme souvent sur les machines Xbox, c'est les fichiers présents dans le répertoire de l'utilisateur qu'on a compromis. Donc là on voit qu'on a du memcached.js, du memcached.ini, on voit qu'il y en a un qui est root, donc qui est possédé par le root, l'autre par nobody, et enfin on a notre modules, donc ça aide pas tant que ça, mais bon, ça donne une piste à creuser. Si on affiche le code contenu, du coup, on va pas pouvoir, vu que c'est que pour le root. Ah non, pardon. Tout le monde peut afficher le contenu de memcache.ini, mais par contre, le memcache.js, on peut pas. Et notre module, on peut rentrer dedans, par contre. Ça nous parle de la commande sudo, donc on va tout de suite faire un sudo-l, mais le problème, c'est qu'on n'a pas le mot de passe de Professor. Donc, on va pas pouvoir afficher ce qu'il peut faire avec un sudo. Ok. Alors, quand c'est comme ça et qu'on galère trop, le plus facile, c'est d'utiliser PSP,
SPY, on a déjà parlé dans une précédente vidéo, pour afficher, si possible, les process qui tournent en tant que route. Donc faisons ça. Je vais faire un SCP. Je vais chercher l'outil SPI qui je dois mettre par là, SPI.y, et je l'envoie en tant que professeur at 10.10.131 de mémoire, et on va le mettre dans le répertoire de SHM quand je fais souvent. Si ça râle pas, j'ai oublié de mettre la clé IDRSA. Voyons voir si ça passe. Ça a l'air d'aller. Donc j'ai envoyé le SPI sur la machine dans dev SHM. Je donne les droits d'exécution sur ce fichier et je l'exécute avec l'argument -f pour voir aussi tout ce qui est modification de fichier. Permission T9. What the fuck? On n'a peut-être pas les droits d'exécution là-dedans, donc je vais essayer de le déplacer dans /tmp. SPY64-F. C'est mieux. Alors, ça mouline. Donc, on a pas mal de choses. Je vais le laisser tourner un peu. Pour l'instant, il n'y a rien de sensationnel. On voit qu'il log des choses, hein, comme c'est classique dans un système Linux, qui log dans le fichier messages. Et là, on voit qu'il se passe plein de choses. Donc, je vais remonter un peu en arrière. C'est parti trop vite. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc, on était... ça, on démarrait là, voilà. Ici, on voit que il y a Supervisor D qui fait des choses. Donc, Supervisor D, pour rappel peut-être, ou si vous ne connaissez pas, c'est un système client-serveur qui permet de monitorer, de contrôler les processus sur des systèmes type Unix. Et donc ça fait aussi comme cron, on peut effectuer des commandes tous les X temps, un peu comme des tâches planifiées. Ce qui semble être le cas ici. Et pourquoi ça semble intéressant dans notre cas? Pour l'instant, ça sonne aucune cloche dans la tête. Mais si on descend... Voilà. Là, on commence à se dire, ça sent bon, puisque suite au lancement de cette tâche planifiée par Supervisor D, il va taper dans HomeProfessor et le même cache.ini qu'on a dans le répertoire HomeProfessor. Du coup, si on regarde, donc je me casse de PSPI, si on regarde les droits, je reviens sur le /home du professeur, et je affiche les droits du fichier memcache comme on l'a fait tout à l'heure. On voit qu'on peut pas on peut que le lire. Par contre, si j'affiche les droits du répertoire courant, on voit que c'est professeur, donc mon utilisateur actuel, qui peut caler full droit dessus. Du coup, vu que j'ai les full droits dessus, j'ai pas le droit d'écrire dans le fichier, mais j'ai le droit de le supprimer et d'en créer un nouveau. Donc c'est ce qu'on va essayer. Donc je vais faire une sauvegarde au cas où quand même du fichier de SHM. Je l'écrase.
il est d'accord. Et je crée un nouveau fichier, évidemment avec un contenu qui m'intéresse. C'est-à-dire, je vais mettre la commande suivante, en gros un reverse shell qu'on a déjà fait plein de fois. Donc il faut que je récupère mon IP. On va le faire en bas à gauche. Mon IP dans le VPN évidemment, sinon la machine ne pourra pas se connecter, enfin la machine cible ne pourra pas se connecter à ma machine attaquante, puisque ça ne serait pas routé. Je finis ma super commande. Donc j'écris programme memcached et la commande reverse shell suivante dans le fichier memcache.ini qui à l'heure actuelle n'existe plus puisqu'on l'a supprimé. Et comme je l'ai supprimé, bah là je vais pouvoir normalement le créer sans que le système râle. Parfait. Donc maintenant que j'ai fait ça, bah évidemment vu que j'ai fait un reverse shell sur le port 443, je vais mettre un port en écoute sur le 443. NC-NLDP 443. Le point là c'est moi qui l'ai tapé en plus, hein, c'était pas apparu par la machine. Et on n'a pas à attendre longtemps puisqu'on a déjà un reverse shell qui apparaît avec les droits route. Puisque la tâche, je sais plus tous les combien de temps elle se lance, mais elle se lance relativement souvent puisque c'est une machine Xbox, dans la vraie vie. Par contre les tâches planifiées ont tendance à se lancer pas très souvent, donc il faut pas se couper. Et bien parfait, bah du coup game over, hein, on peut afficher le flag route et aussi le flag user qu'on n'avait pas affiché tout à l'heure, qui était, je me rappelle plus, chez Nairobi. User.txt nope Oslo. Bon, enfin fine, je me rappelle plus. Home. Un email, on va l'appeler, bah, il s'appelle user.txt. Dans Berlin. 4 home Berlin. Je vais faire un copier-coller. Add-c4. Voilà, on a bien accès aux deux flags et la machine est compromise. Donc si on parle d'un point de vue Blue Team, qu'est-ce qui a permis de compromettre cette machine? Donc la première chose flagrante, c'était le serveur BSFTPD qui n'était pas à jour, et donc qui a permis d'utiliser la backdoor présente sur cette version. Donc ça ressemble un peu à une précédente vidéo où on avait fait une version de PHP où il y avait une backdoor dessus. Donc je rappelle qu'évidemment les backdoors c'est rarement, enfin ça arrive aussi, hein, la volonté des développeurs officiels, c'est plutôt des personnes qui vont ajouter la backdoor vu que c'est des projets open source ou qui ont compromise des machines de développeurs, ils vont en profiter pour derrière insérer la backdoor. Et donc ensuite, vu qu'on avait cet exploit là, on a pu récupérer la clé qui nous permet de générer le certificat client. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de choses qu'on peut faire, à part essayer de, si possible, virer la clé de certificat d'autorité si elle n'est pas utilisée. Et ensuite, on a pu élever ses droits avec Supervisor D. Donc là, c'est un problème de droit sur les fichiers aussi. Bien faire attention à tout ce qui appartient aux routes, et que ce soit pas modifiable par d'autres utilisateurs de la machine. Sinon, il va pouvoir en profiter pour élever ses droits et devenir route comme on l'a fait. Ce sera tout pour cette fois, hein. Je vous souhaite un beau mois de juillet, bonne grande vacances pour ceux qui sont en vacances, et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau hacking de Lisbeth Salander.